Est-ce que vous vous rappelez du 8 novembre 2018? Cette date, bien qu'elle a l'air assez random, est la date de sortie du Royal FlexPai, qui est considéré comme le premier smartphone pliable. Alors oui, c'est une marque inconnue au bataillon et qui s'est dépêchée de sortir son smartphone pliable pour coiffer au poteau le reste de l'industrie. Donc bravo à eux, ils ont réussi à se faire un nom dans cette jungle sans merci qu'est la production de smartphones, même si le FlexPai n'était pas très glorieux. On a ensuite vu arriver le Motorola Razr, qui était pareil pas très dingo et surtout super cher pour ce qu'il proposait, pour ensuite voir celui qui allait actuellement dominer ce marché car il est tout seul dessus, Samsung. Avec la sortie du Galaxy Z Fold et du Galaxy Flip, le géant coréen essaie d'être le pionnier dans cette technologie. Et de mon côté, maintenant, j'utilise des smartphones pliables en tant que smartphone principal depuis 2 ans. Tout d'abord, le Samsung Galaxy Z Fold 2 que j'ai pris en 2020 et que j'ai actuellement donné à ma mère, ce qui fait qu'elle peut enfin zoomer autant qu'elle veut sur le texte vu qu'elle a une mini tablette dans la poche. Et maintenant, le Samsung Galaxy Z Fold 3 5G qui est toujours mon daily. Et bon sang, ce téléphone, je l'aime autant que je le déteste. Cela fait donc 2 ans que j'utilise un smartphone pliable au quotidien et donc je voulais vous partager mon retour d'expérience là-dessus car j'en vois pas beaucoup des gens qui utilisent réellement ces appareils de manière quotidienne. Et comme ça, vous pourrez voir si vous devez aussi sauter le pas ou encore attendre quelques années le temps que cette technologie soit à maturation. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va voir si le pliable, ça se plie toujours aussi bien après l'avoir utilisé pendant autant de temps. Et spoiler alert, non. Est-ce que déjà, avant toute chose, le pliable est-il devenu un choix possible pour le commun des mortels? Faut pas oublier que ces derniers sont sortis à des prix délirants par rapport au reste du marché. Les 2 premiers Fold ont par exemple été vendus à 2020 € quand même, ce qui n'est clairement pas rien. On a pu voir une baisse de prix avec le 3e modèle, mais on reste quand même sur du 1800 €. Après bon, il reste la solution que je vous ai donnée, comme j'ai pu faire pour ma maman, mais pour ça, il faut que vous soyez abonné à la chaîne. C'est d'ailleurs la seule raison qui fait que je lui ai donné un smartphone du style. Ça aurait pu être vous qui héritez de mon Galaxy Z Fold 2 à 2020 €, qui sait? Et ce serait bête de rater cette occasion qui se représentera pour le nouveau modèle qui devrait sortir en août si l'on en croit les leaks. Il y en a quand même un qui est plus accessible que le reste et c'est le Samsung Z Flip 3 à 1050 €. Alors attention, ça reste cher mais on est plus sur le prix d'un smartphone haut de gamme classique. Donc la question peut se poser, est-ce que ça vaudrait pas le coup de partir là-dessus? Cela peut être tentant d'aller vers le futur pour le même prix, mais même après autant de temps d'utilisation, j'aurais du mal à conseiller ce genre d'appareil à n'importe qui. Le format pliable nous montre quand même quelque chose de nouveau avec plein de nouvelles utilisations possibles. Par exemple, le fait de pouvoir ouvrir plein d'applications en même temps et de faire du multitâche, de pouvoir faire des selfies directement avec la caméra arrière, ce qui permet d'augmenter drastiquement la qualité de vos duckface. Il y a plein de cas d'utilisation vraiment sympas et qui changent la donne, mais il y a aussi d'autres choses auxquelles on n'a jamais pensé. Par exemple, les poussières, ça se loge vachement facilement dans un truc plié. Moi qui de base a du mal à garder mes affaires les plus clean possibles, là c'est un tout autre challenge. Et par ailleurs, j'ai jamais eu autant de problèmes sur un smartphone qu'avec cet appareil. Là, ce que vous voyez dans mes mains, c'est un rescapé. Il faut se dire qu'à une époque, j'avais même plus de Wi-Fi sur la bestiole pour vous dire. J'ai carrément dû le renvoyer après quelques mois d'utilisation au SAV. Bon, peut-être un cas isolé, je veux bien croire. Mais pour le reste, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il n'est plus du tout droit quand je l'ouvre et je suis à un stade où je peux même pas forcer pour essayer de le mettre droit. Ce qui est assez fâcheux. Rajoutez à ça la protection d'écran qui se barre et c'est pas fameux. Bon, celle sur l'écran avant, ça peut passer, parce que finalement ça se remet assez facilement, mais celle sur l'écran interne qui se plie, qui finalement se voit de plus en plus et qui d'ailleurs si elle est retirée risque de faire péter l'écran comme c'est arrivé avec la première version si vous vous rappelez bien, j'avoue que ça me fait avoir quelques pets de stress. J'ai quelques rayures par ailleurs au sein de la fameuse pliure qui ont l'air d'être sur la protection d'écran, mais pour un smartphone que j'ai depuis moins d'1 an, c'est vrai que ça peut faire peur, surtout qu'il est très difficile de protéger ce genre d'appareil. Les seules protections réellement existantes sont sur les parties externes, mais pas vraiment de possibilité de rajouter un bumper ou autre au vu de la forme du smartphone. Mais bon, au pire, tout ça, pas bien grave, si l'expérience utilisateur est bonne, non? Ouais, c'est toujours encore sacrément compliqué. On sent que le passage au pliable n'est pas lié qu'au constructeur. Le nombre d'applications qui galèrent encore avec ce format est vraiment terrible. Pour la plus connue, on a par exemple Instagram qui marche très mal avec des barres sur les côtés et parfois les stories qui ne marchent plus. Ah oui, et à côté de ça, moi j'ai aussi une variante d'une vidéo qui ne voulait pas s'envoyer et qui fait que j'ai ce message en plein milieu de l'écran une dizaine de fois dès que je lance Instagram. Et ça doit faire 4 mois que ces messages n'ont pas disparu et que la vidéo est bien sur mon Instagram maintenant depuis le temps. Vraiment, je redécouvre des bugs bien sympas avec cet appareil. Bon, après, c'est pas les seuls à avoir des problèmes. Le nombre d'applications qui ne savent pas communiquer avec un format pareil est assez effarant. Mention spéciale à l'application du Crédit Agricole qui passe forcément au format paysage obligatoirement avec aucune possibilité de passer au format portrait et un crash de l'application dès qu'on change d'écran. Un pur bonheur. On arrive à un stade où c'est Samsung qui a rajouté un forçage des applications dans des formats, mais très franchement,
forcément c'est pas très propre et ça marche pas à chaque fois. Par contre quand ça marche, bah ça marche vachement bien. Typiquement si vous êtes un joueur de Clash Royale, jouer sur une bestiole du style vous donne un avantage certain tout en vous offrant un plaisir de jeu supérieur. Parfait pour pouvoir poser ses méca chevaliers au pixel près. Et c'est ça qui est frustrant de fou avec ce téléphone, car c'est dans ce genre de cas qu'on voit à quel point avoir un smartphone pliable, bah c'est vraiment super cool. On a aussi des cas où l'application change tout comme Spotify qui profite au maximum de l'espace qu'on lui attribue, ou encore une fois les applications qui peuvent se splitter, ce qui est réellement un game changer. Donc malgré les applications qui bug, celles qui marchent valent réellement le coup. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des améliorations possibles? Eh bien déjà on a enfin des constructeurs qui commencent aussi à sortir des modèles, ce qui permet de casser le côté propriétaire de Samsung sur ce format. On a pu voir Oppo arriver sur le marché avec le Oppo Find N, mais uniquement en Chine malheureusement. En effet, le smartphone n'est jamais sorti chez nous, mais montre bien des évolutions qui sont majeures à cette technologie. Rien qu'au niveau du format, les smartphones pliables de Samsung sont par exemple toujours le cul entre deux chaises. Soit on est sur l'écran principal et on galère à écrire quoi que ce soit, soit on ouvre le téléphone en deux et on a envie de passer en mode paysage, ce qui fait qu'au quotidien, bah c'est pas toujours super pratique. Oppo a pris le problème à l'envers et plutôt que de mettre la pliure ici, bah elle a été mise là, ce qui permet d'avoir un téléphone beaucoup plus large une fois replié, vu que du coup ça va être ça, et d'avoir directement un format portrait une fois ouvert qui est l'orientation de prédilection, une fois que bah finalement on préfère l'utiliser comme ça. Mais surtout d'avoir enfin une bonne ergonomie fermée, car on va pas se mentir, hein, ce téléphone j'utilise à 80% du temps comme ça, et donc sur cet écran minuscule. Encore heureux qu'il a été agrandi depuis la première version, mais il est vrai que c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en compte quand on achète ce genre d'appareil. On se dit qu'on va l'ouvrir tout le temps, mais en réalité, bah on traîne sur l'écran sur lequel on fait des fautes tout le temps car il est trop petit. Et avec d'autres constructeurs qui arrivent sur le marché comme Oppo et de nouvelles idées, cela permet de voir dans quelle direction il faut aller, et qui fait que d'après certains leaks sur le prochain modèle de Samsung, bah ils vont aussi adopter ce form factor plutôt que celui qu'ils avaient jusque là. Et donc encore une fois, voir plein de gens se battre là-dessus, bah le grand gagnant c'est le consommateur. Surtout qu'on sent que Samsung s'en fiche un peu de ce modèle pliant vu qu'ils sont tout seuls en Europe et aux États-Unis. Ce qui fait que jusque là, on avait des capteurs photo pas fous pour un appareil à ce prix, semblables à ceux du Galaxy S10, ou encore des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées à l'arrache, comme l'utilisation du stylet depuis cette version alors qu'il n'y a même pas d'endroit où le ranger. Vachement pratique ça. Il y a aussi des rumeurs sur Google qui en développe un, Huawei qui a sorti le sien, même si comme vous le savez, utiliser un téléphone Huawei de nos jours est quand même super compliqué à cause des restrictions américaines. Et évidemment, on attend Apple au tournant qui, comme toujours, sera celui qui permettra de populariser le format, si tant est qu'ils le fassent un jour, hein. Peut-être qu'ils sont trop bougons parce qu'on les force enfin à avoir du USB-C sur leurs appareils, qui sait. En conclusion, bah le smartphone pliable est selon moi l'avenir, étant donné que l'enroulable me paraît trop lointain pour être commercialisé. Mais par contre, faut tout de suite cesser ces délires propriétaires. On voit tout le temps arriver ça sur des technologies naissantes, car chaque constructeur essaie d'avoir la main mise sur absolument tout. Sauf qu'on sait depuis le temps, hein, sur Android, quand quelqu'un essaie de mettre des surcouches de lui-même plutôt que d'essayer de les rendre accessibles à tous, bah, on se retrouve avec des versions un peu clunky qui marchent mal ou alors qui ne sont pas mises à jour dans le temps. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? Eh bien comme d'habitude, celui qui mettra le haut là sur tout ça sera Apple, et on verra tout le monde plébisciter à mort les smartphones pliables d'Apple quand ils les sortiront, vu que l'expérience utilisateur ne sera pas aussi entachée. Et je ne pourrais pas leur donner tort, hein. Ce souci d'harmonie entre les appareils Android est quand même sacrément fâcheux. Et déjà que de base, bah, c'est un vrai problème qui fait qu'on a des utilisations vraiment pas folles de l'appareil photo sur tous les Android qui vont s'en servir très mal. Mais alors sur un format qui doit s'adapter comme celui-là, bah, c'est l'hécatombe. Et là pour le coup, je ne veux même pas voir à quoi ressemblerait de l'enroulable avec une ergonomie pareille. Parce que malheureusement, nous allons encore ici suivre les erreurs du passé et avoir des marques cupides qui veulent chacune de leur côté avoir le côté logiciel pour eux. Ce qui fait qu'au final, bah, y a que ceux qui gèrent tout de A à Z qui gagneront vraiment. Et donc Apple, c'est pas pour rien qu'actuellement la marque domine le marché du PC portable. Et avec une philosophie pareille, un format tellement spécial qu'est le téléphone pliable, on risque de voir exactement le même procédé sur ce genre d'appareil. Maintenant, est-ce que je pourrais revenir sur un téléphone classique et lâcher mon pliable après ce que je viens de dire? Eh bien non, parce que malgré tous les défauts dont je viens de parler, le côté pliable est beaucoup trop intéressant, et dès que je passe sur un smartphone classique, bah j'ai une réelle impression de revenir en arrière. C'est un peu comme quand on passe sur des écrans beaucoup plus étirés sur nos smartphones. Les anciens avec des ratios 16/9 nous paraissaient datés. Bah là c'est exactement pareil, maintenant faudrait juste que ça marche bien. Mais vous alors, vous êtes tenté par le côté du pliable? Est-ce que c'est finalement quelque chose de toujours trop cher ou trop gadget? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous de la vidéo. J'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, ben pliez votre main histoire que ça fasse un pouce bleu, et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous ceux qui sont réticents sur ces nouvelles technologies. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!